Merci d'être au rendez-vous ce matin, il est 10h50. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'instant R, la quotidienne des régions. Je vous réserve ce vendredi de belles rencontres, des sujets qui vous concernent et un décryptage des tendances qui se dessinent. À l'image des cafés qui évoluent, certains ont ouvert des espaces librairies. Alors on ne vient plus juste boire un verre, non, on en profite pour lire un livre, un concept qui se développe et qui séduit. Visite de l'un de ces lieux d'échange en Bretagne, une région qui regorge de cafés-librairies. Nous apprendrons ensuite à nous détendre. À Villeneuve-d'Ascq, des salariés, des chefs d'entreprise, des indépendants se retrouvent pour prendre du recul et redonner du sens à leur mission. Tous participent à des exercices assez particuliers pour s'obliger à lâcher prise, vous verrez. Ce sera l'instant bien-être. Auparavant, on s'intéresse à une nouvelle habitude de consommation. Les Français sont de plus en plus nombreux à délaisser les allées des supermarchés au profit des drives. On fait ses courses sur Internet et on va les chercher en voiture. Un concept venu tout droit des États-Unis et qui cartonne désormais en France. Et ce qui séduit le plus dans cette formule, c'est le gain de temps pour 89% des consommateurs. Mais comment ça marche? Comment s'organisent les supermarchés? Dans les coulisses d'un drive, reportage à Limoges. Comme si sa commande attendait juste derrière la porte, en 3 minutes, le client est servi. Ses courses commandées la veille sur Internet sont directement rangées dans le coffre de sa voiture. C'est plus facile pour nous. Comme ça, on fait ça à la maison, ça nous prend une demi-heure et puis voilà. Et moi, le matin, je viens les chercher comme ça, c'est bon, c'est fini. Et vous savez comment ça se passe là à l'intérieur? Pas du tout. Et pour découvrir l'envers du décor, il faut remonter dans le temps. Dès 5 h du matin, 80 commandes sont déjà en préparation, celles passées la veille entre 20 h et minuit. Chaque produit a été pioché dans un rayon du magasin, puis c'est l'éclatement, autrement dit la répartition par client. Donc on prend les deux mêmes produits qu'on amène sur la commande 12. Donc on est obligé de gérer avec nos collègues également. Hop. Et on remplit la commande du client. C'est-à-dire que vous marchez tout le temps? C'est un peu l'idée. On doit faire à peu près, je sais pas, 15-16 km par jour. Ouais, sur à peu près, sur une grosse journée. Ouais. Les salariés du drive le savent, le vendredi c'est toujours une grosse journée. Les clients font le plein avant le week-end. Il y a beaucoup de commandes avant 11 h, donc il faut qu'on fasse le point. On en est où exactement là? D'ailleurs, au fil de la matinée, le rythme s'accélère. C'est vrai que le drive se caractérise justement par ces pics d'activité. Tout à l'heure, tout était calme, on avait l'impression d'avoir terminé. Et maintenant, si vous retournez, voilà, tout le monde est en effervescence. 12 salariés travaillent au drive, mais quand l'activité s'intensifie, des employés de l'hypermarché formés à ces nouveaux métiers renforcent les effectifs. Il n'est pas encore 9 h, le drive est toujours fermé, les produits s'accumulent, les commandes s'organisent. Ici, bon, on éclate tous les produits frais. Et une fois que c'est tout éclaté dans les panières, donc on les met après en sac. De nouvelles commandes arrivent, il faut encore une ramasse dans l'hypermarché. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'équipe Cora est heureuse de vous accueillir et vous souhaite une bonne journée. Comme les clients, les salariés choisissent les produits directement dans les rayons. Là, on reçoit les feuilles rayon par rayon et ensuite on amène tout au drive et c'est eux qui dispatchent suivant les commandes de tous les clients. Ça représente beaucoup, puis il faut faire vite apparemment. Ah ben, là, pour le magasin, aujourd'hui, je crois qu'il y a 12 000 commandes. 12 000 produits à amener au drive. Ils sont géolocalisés par rayon. Après, on peut avoir aussi la photo sur le PDA. Mais la géolocalisation est quand même beaucoup plus utile. C'est beaucoup plus rapide que de cliquer à chaque fois sur la photo. Retour au drive pour scanner les nouveaux produits, mais aussi servir les clients. Chaque salarié est polyvalent et surtout rempli d'énergie. Il faut être quand même être en forme, quoi. Pas forcément costaud, mais si on est fatigué, à la fin de la journée, on dort direct, on ne tient pas. Les clients vont se relayer jusqu'à 20 h avec un pic à midi et en fin de journée. Le rythme des salariés du drive n'est pas près de se ralentir. Oui, tout comme l'engouement que suscitent les cafés-librairies. Alors, comme le nom l'indique, ces espaces de détente permettent de boire un verre tout en lisant des livres mis à disposition. Il en existe à peu près une centaine en France. La première a vu le jour en Bretagne. Des sites qui multiplient les animations, que ce soit des concerts, des dédicaces avec des auteurs ou encore des ateliers bricolage. Bref, de vrais lieux de vie et de rencontres qui séduisent. Allez, je vous offre un café à Saint-Paul-des-Léons, c'est dans le Finistère. 2 de chaque.
Prendre son temps. C'est l'invitation de l'équipe du café-librairie de Saint-Paul-de-Léon. Flâner, boire un thé, un café entre 2 rangées de livres. L'atmosphère est chaleureuse. Souvent, les clients reviennent, et pas seulement pour acheter des livres. J'adore. Je pense que c'est formidable d'avoir tous ces livres. Du très bon café, plein de bonnes choses à manger. C'est tellement calme. Il y a un jardin magnifique. C'est absolument fantastique. Le premier café-librairie de France a ouvert à quelques encablures de Saint-Paul-de-Léon, à Guimaec, de l'autre côté de la rivière de Morlaix. C'était en 1993. Depuis, d'autres ont essaimé. Celui de Saint-Paul-de-Léon va bientôt fêter ses 10 ans. Au départ, il y en a beaucoup en Bretagne. Je pense que le temps n'y est pas pour rien, d'avoir un lieu confortable dans lequel on peut s'installer, profiter d'un petit moment de lecture, parce que, bien sûr, on n'est pas une bibliothèque, mais le salon de thé permet aussi de s'installer, de prendre 4-5 livres. Quand on ne sait pas trop choisir, de prendre le temps de choisir, de parcourir quelques pages. Et ça, je pense que c'est assez agréable. Ce jour-là, la représentante d'une grande maison d'édition vient présenter ses derniers albums. Le moment est important, c'est l'heure de passer les commandes pour les mois à venir. La savane, il pose plein de questions. Et un jour, il va tomber sur Crocodile, qui est bien malin, qui lui dit « Rapproche-toi, j'entends pas ce que tu dis ». Et là, il se saisit de son nez. Cette histoire de petit éléphant sans trompe va-t-elle plaire à Catherine? C'est l'une des responsables du rayon jeunesse de la librairie. Elle gère les stocks. Et à la fin, du coup, on voit tous nos petits éléphants qui vont faire la queue pour se faire tirer le nez. Ah ouais, c'est trop bien. Et c'est comme ça que les éléphants ont des trompes. On en met 4 dessus là. S'ils sont pas vendus, j'ai le droit de les renvoyer à l'éditeur. Ça veut dire que nous, après, ça fonctionne on a un avoir auprès de cet éditeur-là et on recommandera d'autres choses. Mais bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. Celui-ci, vous l'avez passé? Non, oui, mais ramenez l'autre, on échangera. Le café-librairie de Saint-Paul-de-Léon est un commerce clé dans cette ville moyenne du Finistère, retirée entre Brest et Morlaix. Avec ses 15 000 références en rayon, il n'a rien à envier aux grandes surfaces culturelles du département. Moi, je pense que pour s'en sortir, justement, il faut être ambitieux. Je pense qu'il faut avoir une offre à la hauteur des espérances de nos clients. Si on doit constamment commander, si on ne peut jamais trouver ce qu'on veut sur place, je pense qu'on s'épuise et c'est comme ça que les gens se détournent vers d'autres fournisseurs et parfois vers Internet. Ces libraires passionnés se démènent pour que leur café-librairie reste un lieu de vie, de discussion et de rencontres. Un établissement accueillant et ouvert à tous. Ouvert à tous comme l'établissement que nous allons visiter aujourd'hui, un lieu entièrement dédié au bien-être. Ici, on apprend à relâcher la pression, à déléguer, à se relaxer, c'est nécessaire. Regardez, 4 salariés sur 10 se disent stressés au travail. Il existe pourtant des astuces à connaître pour lâcher prise. À Villeneuve-d'Ascq, on les apprend par l'intermédiaire d'exercices originaux. Alors ici, pas de cours magistraux, non, on fait plutôt appel à l'intelligence intuitive. Les résultats ne sont que meilleurs. C'est une bulle de verdure au milieu de la ville, un lieu où l'on vient se ressourcer, se retrouver. Petit réveil du matin. Par le contact avec la nature, reprendre conscience de son corps, laisser sortir ses émotions, se nourrir. Lait de coco, céleri et semoule amande. Ce jour-là, atelier de nourrithérapie. Là-bas, il y a épinards, lentilles, corail. Les participants vont devoir choisir 2 ingrédients imposés à marier avec celui qu'ils ont ramené. Ou tu peux aussi aller sur carottes, céleri, lait de coco. Je me prépare un espèce de taboulet et puis une petite vinaigrette. Et pour pimenter l'exercice, le champ du potage. Très peu d'ustensiles sont à disposition. En termes de couteau, il y a un éplucheur. Voilà, vous avez à peu près un couteau chacun. Alors il faut se mettre d'accord et se débrouiller. Il n'y a pas de fouet. Non, mais avec une fourchette, c'est pas grave. Si on a toujours tout à disposition, on n'est pas créatif en fait. On devient de plus en plus exigeant et si les jours où les choses ne sont pas là, on est perdu en fait. Pas mal. Au fourneau, le sourire revient. Pas mal. La cuisine de l'autre personne. Mais il est de courte durée. Donc, vous allez tourner. Donc Rosine va prendre le plat de Pierre, Pierre va prendre le plat d'Isabelle. C'est quoi ça? C'est un céleri rave.
Un peu déstabilisée, je dois dire. Un peu déstabilisée. J'ai pas forcément envie de faire la même chose. On va tenter. On se sent perdu, mais très vite, les choses reviennent en confiance. Par contre, on sait qu'on a complètement saccagé la recette de l'autre, ça c'est sûr. De manière ludique, Ne bouge pas, ça va bien se passer. les participants expérimentent ainsi des leçons utiles pour leur vie quotidienne et professionnelle. On cherche à apprendre aux personnes de puiser dans leurs compétences et dans tout ce qu'ils ont en eux pour avancer en fait. On est parti trop, pour moi, dans un monde avec des objectifs et on oublie nos opportunités en fait. Mais là, le chocolat, ça va bien. Poulet sauce chocolat, gratin champignons carottes ou gâteau de semoule aux fenouil confit, le résultat est à leur goût, pas uniquement du point de vue gastronomique. T'es content, Pierre, de ton... Ça correspond à ce que tu... Je suis surpris par le chocolat. Attendre forcément d'avoir tous les ingrédients pour me lancer dans un projet avec des clients, mais y aller déjà avec ce que j'ai et la surprise, elle est au rendez-vous quand même. Dans l'après-midi, puis vous détendez le cuir chevelu. Les casseroles cèdent la place au tapis de gym. L'espace situé derrière le front. On vient ici se recentrer. Les tempes. Avec un cours de yoga du son. Autour des yeux. On inspire. La première fonction du yoga du son, c'est de figer le mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de calmer le mental, tout simplement, de cesser la dispersion, de permettre de se recentrer. Il faut savoir que le son permet aussi, par exemple, de faire vibrer les organes, de faire vibrer les os. Chant, relaxation, posture, Bianca aide les yogistes à reprendre conscience de leur corps pour mieux se détendre. Tu inspires, tu le fais à ton rythme, d'accord? Plus zen qu'en entrant en tout cas, apaisé, oui. Là, je suis super bien, je suis bien. Voilà. Et les sons, en fait, amènent des sensations, des vibrations à l'intérieur du corps qui sont indescriptibles. Il faut l'essayer vous-même. Dans ce cocon où l'on a fait du bien-être un maître mot, tous viennent chercher l'apaisement, la sérénité. La sérénité qui peut aussi passer par le calme dans les grandes villes. Et si les camions de livraison étaient remplacés par les vélos, un mode de transport silencieux? Ce concept se démocratise en effet. Il n'est plus rare de croiser ces cyclistes d'un nouveau genre. Louise Éclande s'est rendue à Rouen pour rencontrer celles et ceux qui proposent ces livraisons écolo. Louise, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Je cherche Samuel. Ah, il est juste ici, derrière les colis. Salut, ça va? Vous allez bien? Ouais, et vous? Ça va. Super. Alors je vois des vélos, des colis et tout, et un camion qui arrive. C'est ça, on est en plein démarrage de journée avec environ 300 colis qui arrivent, qu'on répartit avec les différents livreurs, et après tout le monde part en livraison à vélo dans la ville. Et donc vous allez charger les 300 colis dans les 4 remorques. C'est ça, l'idée c'est qu'on a toutes nos remorques qui sont ici, du coup on charge par tournée et par client aussi, tous les colis. Donc là par exemple on a une tournée, c'est plutôt pour des pharmacies ou des opticiens. Après, ça sera d'autres pour des particuliers. Donc voilà, on va tout charger comme ça. Quels sont les avantages de livrer à vélo, du coup? À livrer à vélo en ville, typiquement dans une ville comme Rouen, c'est que c'est une ville assez congestionnée. Donc il y a des petites rues pavées, enfin des sens interdits. Enfin vraiment, c'est pas idéal pour une grosse camionnette de livraison. Et du coup, l'avantage, c'est qu'à vélo, avec ces vélos-là, on passe partout et on passe à n'importe quel moment de la journée. On est moins soumis aux restrictions de circulation parce qu'on est moins gênant. Il n'y a pas de pollution visuelle, pas de pollution sonore. Enfin, vraiment, c'est un avantage collectif pour la société, quoi, aussi. Et c'est propre. Ces messieurs, ils sont bien costauds parce que là, je vois que celui-là, c'est un vélo assistance électrique, mais pas tout. Non, c'est ça. En fait, on a, selon les zones de livraison, c'est-à-dire que sur la rive droite à Rouen, c'est assez pentu et voilà, il y a des petites rues un peu escarpées. Du coup, l'assistance électrique est utile, mais on a aussi sur la rive gauche de Rouen qui est toute plate. Les remorques et les vélos sont suffisamment bien faits pour ne pas avoir besoin d'assistance électrique. C'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant, ça reste du sport et c'est un vrai choix et c'est une volonté d'être impliqué dans la vie de la société en étant moins polluant. Alors nous, on se balade dans Rouen depuis quelques jours là et je vois pas de piste cyclable. Alors il y a un peu de pistes cyclables, c'est en développement. Après, concrètement, il en manque, c'est-à-dire que c'est en voie pour qu'il y en ait plus, mais il y a vraiment un effort à faire encore là-dessus. Pour nous,
En tant que professionnel, on arrive à s'adapter parce qu'on connaît toutes les rues, on sait où passer, etc. Mais par exemple, pour des particuliers, c'est un peu plus dangereux et clairement, il y a cette idée-là où plus de pistes cyclables, ça permettra de mettre plus de monde sur le vélo, qu'il y ait plus d'entreprises à vélo, etc. C'est vraiment un cercle vertueux qu'on aimerait bien qu'il se mette en place. Et pour découvrir d'autres initiatives, Louise Eklund vous attend demain à 10h50 dans l'émission On a la solution sur France 3. Restez avec nous. Dans un instant, nous pénétrerons dans les entrailles de la plus extraordinaire caverne à concrétion. Elle se situe en Lozère, une vraie chance puisque le site naturel est interdit au public. Nous rencontrerons ensuite une famille qui, depuis 9 ans, se bat quotidiennement pour redonner vie au château de Champrovent, un édifice qui a traversé l'histoire situé en Savoie. Mais avant cela, l'instant portrait met en lumière ce matin un métier de plus en plus rare, celui de luthier. Il y en aurait entre 300 et 400 en France. Dans le Puy-de-Dôme, Sylvie fait partie de ces artisans aux mains d'or. Avec patience et minutie, elle répare et restaure notamment les violons, les guitares. Mais vous allez le voir, son rôle ne s'arrête pas à l'entretien de ces instruments, loin de là. Elle en crée aussi avec du bois, bien sûr, mais également avec des matériaux recyclés. Elle est revenue s'installer, il y a quelque temps, dans la maison de famille, à Chaumont-le-Bourg, entre Ambert et Arlan, dans un cocon de tranquillité à la saveur de bois. Ce jour-là, elle se remet à l'ouvrage, les tout débuts d'une nouvelle possibilité musicale. C'est la recherche du son. Voilà, au-delà de toute une technique qu'on connaît, qui est acquise, on va faire l'objet le plus beau possible, bien sûr, dans les courbes, dans la beauté d'une volute, la beauté d'un filet, la beauté d'une voûte. Mais le but, c'est la sonorité. C'est une rencontre avec un accordeur de piano qui l'incite très tôt à s'orienter vers la lutherie. Elle entre en formation dans une école vosgienne dans les années 70. S'ensuit un tour de France afin d'engranger de l'expérience. En espérant à chaque fois faire résonner le bois et les cordes de la manière espérée au moment de la livraison. Des fois c'est moins bon, oui. Puis surtout quand on commence, quoi. Le premier violon, c'est pas terrible, quoi. Et la première fois qu'on le met dans les mains d'un musicien, c'est le trac voilà, comme le comédien qui va rentrer sur scène. Alors tu m'as amené ces boîtes? Ouais, j'ai ramené ce que j'ai trouvé là. Enfin, j'ai rassemblé un petit peu. Regarde, j'en avais au bureau. C'est surtout des boîtes de gâteaux en fait. Depuis quelques mois, la luthière s'est diversifiée, développant en parallèle une production plus ludique qui laisse un peu de part à l'improvisation. Du coup, elle sollicite des donateurs comme cette fabricante de meubles en matériaux recyclés. Je trouve ça génial parce qu'elle a une telle science de la lutherie que je savais qu'elle pouvait faire que des jolis sons avec des vieilles boîtes, quoi. Il n'y a pas besoin que ce soit... Non, c'est vrai que c'est de vrais beaux sons. C'est ça, parce que sinon tout le monde... Moi aussi, demain, je peux faire un faux violon, mais il va pas sonner comme un violon, quoi. Il va sonner comme une casserole. Le plaisir, c'est la recherche. C'est de la recherche. Bon, évidemment, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire un violon. Je suis partie sur des ateliers enfants, je suis partie d'une boîte à thé pour faire un petit instrument qui sonne un peu quand même. Et à partir de là, bon, j'ai étendu à d'autres objets, à d'autres types de matériaux. C'est ainsi que sont nés le bidoncelle, le violion, le violon irlandais fait en vraie boîte de whisky, à découvrir sur place ou à emporter. Oui, cette fois, on peut le dire, c'est à consommer sans modération. Alors, la modération, justement, il n'en faut pas pour se lancer dans l'aventure un peu folle d'une rénovation de château. La patience et la passion sont les deux maîtres mots, et ce n'est pas la famille Félix qui dira le contraire. Depuis 9 ans, elle retrousse ses manches pour redonner de l'éclat à un édifice riche en histoire et situé à Saint-Jean-de-Chevelu, c'est en Savoie. Un pari audacieux que ce couple et ses 2 enfants ont su relever avec courage, guidés par un vrai coup de foudre. Il trône sur les hauteurs du village. Son donjon ou tour de guet daterait au moins du XIIIe siècle. En 2009, Marc et Marie-Ange Félix sont tombés amoureux du château de Champrovent.
On s'était toujours dit que voilà, un jour on achèterait des vieilles pierres, et parce qu'on est amoureux des vieilles pierres et qu'on a adoré se promener partout en France et découvrir notre patrimoine, et qu'on voulait aller plus loin. Et cette maison, on a toujours cherché une maison non pas pour habiter, mais une maison à vivre avec un projet familial. Ils ont cherché pendant 4 ans et ont acheté en 4 heures. Un vrai coup de cœur malgré l'ampleur de la tâche à accomplir. Au début, on a campé ici l'été, et puis l'hiver, on allait dans un gîte, parce qu'on a acheté une maison qui menaçait de ruine, sans eau, sans électricité, sans sanitaire. Ça a été une fête quand l'électricité est arrivée, parce que c'est aussi un apprentissage, cette maison, pour les enfants, voilà, qui apprennent que tout a un prix, et le prix de l'effort, et qu'on vivait peut-être pas comme ça avant. Le grand corps du logis date du XVe, l'escalier à vis et la cuisine du XIVe. Les galeries, elles, sont de l'époque sarde. Sans doute demeure de seigneurs locaux, le château de Champrovent était historiquement la 6e ligne avec la France, à l'époque du duché de Savoie. La valeur historique du bâtiment n'a pas échappé à la Fondation du patrimoine qui lui a octroyé son label, sans oublier la dimension culturelle du lieu. Balthus s'est réfugié ici pendant la guerre. Il était juif d'origine polonaise et il a trouvé à Champrovent un refuge. Et comme il le dit dans ses mémoires, vraiment un lieu de quiétude. Et il a beaucoup peint dans ce salon. Marie-Ange et Marc sont tous les deux médecins à Yenne. S'ils habitent à l'année dans le château avec leurs 2 enfants depuis près de 5 ans, les travaux, eux, ont débuté depuis bien plus longtemps et sont loin d'être terminés. Mais la passion, on le sait, fait s'accomplir de grandes choses. Il faut s'investir, il faut se retrousser les manches. Si vous êtes passionné, voilà, vous appartenez en fait à la maison forte et donc vous êtes dans les murs. Vous essayez de la comprendre et puis vous montez les pierres vous-même, vous montez sur le toit, vous enlevez la toiture, vous essayez de faire baisser le coût de toute facture. Ça fait 9 ans et là nous clôturons enfin la première tranche où on peut dire que nous avons sauvé Champrovent. Voilà. Donc nous avons clôturé le dossier avec la Fondation du patrimoine. Tout en continuant la rénovation du château, la famille Félix pense déjà à un autre projet, transformer les granges en un gîte équestre. Et puisque nous sommes vendredi à la veille du week-end, poursuivons notre instant découverte et allons visiter un site interdit au public, une caverne à concrétion, ou plutôt un trésor inestimable, entièrement naturel et situé quelque part en Lozère. Éric Perrin s'est équipé pour nous guider dans cet espace pour le moins étonnant. Ça fait combien en longueur là? Ça fait 300 mètres de galerie, hyper concrétionnée. Mais là, c'est des centaines et des centaines de milliers, de concrétions. Oui. Ah oui, parce que c'est une des cavités françaises d'Europe où l'aragonite, donc sous toutes ses formes, est majeure, quoi. Peu de gens ont la chance dans leur vie de pouvoir admirer des aragonites. Un type de concrétion extrêmement rare dans le monde. Une structure cristalline qui se forme dans des conditions très particulières. Des rhizomes diaphanes inventant des figures improbables. Des fleurs fragiles poussant dans l'obscurité que seul le regard humain fait éclore. Ce sont des formes que j'ai jamais vues. Parce qu'ici, donc dans la grotte de Malaval, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'il y a à profusion des aragonites excentriques. Par exemple, ici, des excentriques donc tubiformes, en forme de tube, qui sont inclinés, et puis des excentriques qui ressemblent à des coraux. Voilà. Donc ça, c'est les 2 types principaux d'excentriques que nous avons dans la grotte. C'est uniquement le courant d'air qui oblige le concrétionnement d'excentriques que nous avons dans la grotte. L'association Malaval continue l'exploration de la cavité qui n'a pas fini de faire rêver. Il y a quelques années, un nouveau trésor a été découvert. La galerie Chabot. Il faut remonter à la corde sur plusieurs dizaines de mètres, franchir d'étroits cadenas rocheux pour atteindre un endroit si fragile, si délicat, qu'il a été mis en réserve. Quand on arrive dans ce lieu,
On n'a même pas à se poser de questions, on se déshabille parce qu'on comprend très bien qu'il ne faut pas aller altérer ces lieux uniques. Donc on y va en sous-combinaison et c'est un lieu donc, qui n'a jamais été filmé qu'à présent. La première fois, donc c'est aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose d'exceptionnel en ce sens que les excentriques ne sont pas comme celles classiques, elles sont disposées à l'horizontale, donc suivant bien sûr des courants d'air, et jusqu'à une amplitude assez exceptionnelle de l'ordre de 40 cm pour les plus grandes excentriques horizontales. Ça c'est unique au monde. Et pour continuer à découvrir ce site naturel hors du commun, Éric Perrin vous attend dimanche à 12h55 dans l'émission Les Nouveaux Nomades sur France 3. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. L'instant RR comme région, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain départ, lundi à 10h50 sur France 3. Nous sillonnerons le pays à la recherche de sujets qui vous concernent. Je compte sur vous. À lundi.